Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Descartes. Pourquoi Descartes? Déjà parce que Descartes, c'est un peu un incontournable de la philosophie française. C'est difficile de passer à côté. C'est vraiment le genre de philosophe qui a apporté quelque chose à la manière de penser. Il a été très influent sur son époque, sur la pensée européenne en général. Et donc, parler de philosophie sans évoquer Descartes, c'est un petit peu compliqué. Alors Descartes, si je devais le définir pour introduire cette présentation, je dirais que c'est d'abord un obsédé de la vérité. Évidemment, c'est une formule un peu réductrice parce qu'on ne peut pas résumer Descartes simplement à ce trait de sa démarche, mais c'est quand même un aspect très important de la démarche cartésienne, l'obsession de la vérité. Alors qu'est-ce que j'appelle l'obsession de la vérité? Tous les philosophes ont l'obsession de la vérité d'une certaine manière. C'est d'ailleurs ça le principe. Le philosophe, c'est celui qui cherche cette vérité, qui veut l'atteindre à tout prix. Sauf que chez Descartes, ça va prendre une forme assez radicale. C'est-à-dire que Descartes, effrayé qu'il est de se tromper, d'être dans l'erreur, d'être dans le faux, va aller jusqu'à remettre en doute tout ce qu'il croit savoir. Et selon lui, ça, c'est la base de la démarche philosophique, à savoir de mettre en doute, de mettre en question tout ce que l'on croit être vrai, donc nos croyances, nos préjugés, nos impressions. Alors il faut savoir que Descartes, c'était un philosophe, mais c'était aussi un scientifique, c'était un mathématicien et un physicien, donc c'est quelqu'un qui ne séparait pas la philosophie du champ de la recherche en général. Et d'ailleurs, cette séparation entre la philosophie et les sciences, elle s'est vraiment affirmée au XIXe siècle, parce que jusqu'avant, on conciliait très bien la philosophie avec les sciences, ou en tout cas, on ne les mettait pas en rivalité ou en concurrence. Donc Descartes, fort de sa méthode scientifique, va décider de l'appliquer au champ de la vérité, au champ de la connaissance philosophique. Et ce qu'il va remarquer, c'est que nous sommes tous remplis d'idées fausses. Ces idées fausses, on n'en est pas totalement responsable. Ce n'est pas simplement la marque d'une ignorance naturelle, ni d'une bêtise de l'homme. Non, c'est vraiment tout un tas de facteurs qui s'additionnent et qui font que nous tombons régulièrement dans l'erreur. Alors, il va donner quelques exemples. Il va parler de l'enseignement, de l'éducation qu'on a reçue, de l'instruction. Donc, Descartes va mentionner le fait qu'il peut arriver des fois que nous apprenions des choses qui ne sont pas totalement conformes à la réalité. Et vous savez très bien, parce que vous êtes allé à l'école tout comme moi, que depuis l'époque où vous alliez à l'école, il y a des choses qui ont été revisitées, il y a des choses qui ont été corrigées dans ce qu'on pouvait apprendre. Ça concerne évidemment tout le champ de l'histoire, hein, évidemment, parce que là, l'histoire est une science en évolution perpétuelle, en réécriture perpétuelle, mais même dans le domaine des sciences, il y a des choses qui étaient considérées comme valables il y a encore 20 ou 30 ans et qui ne le sont plus aujourd'hui. Donc les manuels scolaires évoluent. Et c'est vrai qu'on peut parfois apprendre des choses durant notre enfance qui se révéleront fausses par la suite. Alors il n'y a pas que l'éducation que Descartes met en accusation. Il y a aussi ce que Descartes appelle l'opinion. Et l'opinion, c'est un petit peu l'idée de tout le monde, l'idée qui n'a pas réellement de fondement ou de justification. Donc c'est vraiment le degré 1 de la connaissance, l'opinion. C'est un savoir qui n'en est pas un en réalité. Donc c'est quelque chose vis-à-vis de quoi il faut entretenir beaucoup de méfiance. Et ça signifie concrètement qu'il ne faut pas se fier à ce que l'on va nous dire, il ne faut pas tout prendre pour argent comptant, il ne faut pas accepter les informations sans les vérifier au préalable. Mais ça ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que outre l'éducation, outre l'opinion, Descartes va jusqu'à dire que c'est notre constitution même, en tant qu'être humain, qui nous porte à faire des erreurs, qui nous porte à faire des erreurs, qui nous prédispose en quelque sorte à nous tromper. Et l'exemple que donne Descartes, c'est l'exemple de nos sens, nos cinq sens. Ce que montre Descartes, c'est que il arrive fréquemment que nos sens nous induisent en erreur, c'est-à-dire que on va voir des choses, on va sentir des choses, on va entendre des choses, et on va se tromper sur leur nature, sur leur origine. On va être soumis à des illusions. Donc les plus connues sont évidemment les illusions d'optique, le fait de voir quelque chose qui n'existe pas réellement, qui n'est pas là devant nous.
On peut aussi parler des illusions auditives, comme par exemple quand on a l'impression d'entendre notre prénom crié dans la rue, alors qu'en fait non, c'était juste une onomatopée qui y ressemblait vaguement. Donc les illusions sensorielles, on en a tous fait l'expérience, et on sait qu'il est donc possible, parfois, de se tromper, d'avoir une perception biaisée, une perception altérée de la réalité, et que donc on ne peut pas totalement, intégralement se fier à nos sens dans une démarche de connaissance. Donc déjà, le point de départ de Descartes, c'est quand même le constat de tous les obstacles à la connaissance. Descartes vraiment insiste beaucoup là-dessus. D'ailleurs, je vous invite vraiment à lire son livre Le discours de la méthode, parce que c'est dans ce livre-là que Descartes expose sa méthode de la manière la plus claire, de la manière vraiment la plus compréhensible pour tous. Et donc dans ce livre, Descartes décide de nous raconter son cheminement, c'est-à-dire que ça prend presque des allures autobiographiques, et Descartes nous raconte, voilà, son enfance, ses années d'enseignement, ses années d'études, et il accumule les éléments qui montrent que la connaissance est quelque chose de fragile, de précaire, qui est basé sur de nombreuses croyances fausses ou sur de nombreuses opinions, de nombreux préjugés. Donc c'est vraiment ça qui anime la démarche de Descartes, c'est-à-dire de pointer tout ce qui va à un moment ou à un autre nous poser problème dans l'accès à la connaissance. Et la grande difficulté pour les êtres humains que nous sommes, c'est que nous n'avons accès au monde que par l'intermédiaire de nos sens. Or, nos sens sont douteux, nos sens ne sont pas fiables, on doit se méfier de ce que nous disent nos sens. Alors l'un des exemples que je donne souvent pour illustrer ça à mes élèves, c'est l'exemple du bâton qu'on va plonger dans un cours d'eau. Et Descartes nous dit que si on fait ça et qu'on regarde au niveau de la surface de l'eau, on aura l'impression que le bâton est coupé, qu'il est séparé de lui-même en quelque sorte, ce qui n'est pas possible. Et d'ailleurs, il suffit de retirer le bâton de l'eau pour s'apercevoir qu'à aucun moment il n'a été coupé. Pourtant, nous l'avons vu coupé parce que nous avons, à ce moment-là, été les victimes d'une illusion d'optique qui nous a fait voir la réalité autrement que ce qu'elle n'est vraiment. Eh bien, Descartes va partir de ce genre d'exemple, il va partir de ça, pour en conclure qu'il ne faut jamais faire confiance à nos sens, et qu'il ne faut jamais faire confiance à nos opinions. Donc la démarche de Descartes, c'est une démarche de méfiance radicale à l'égard de tout ce qui peut être une source d'erreur. Non pas à ce qui a été démontré comme étant une erreur, mais à tout ce qui peut l'être. Et qu'est-ce qui peut être potentiellement faux? Eh bien, Descartes dira que tout peut être potentiellement faux. Tout ce qui n'a pas été vérifié, tout ce qui n'a pas été démontré, ne peut pas être tenu pour vrai, et si on ne peut pas tenir quelque chose pour vrai, on doit la tenir pour potentiellement fausse. Ce qui veut dire que Descartes va partir du constat que toutes nos connaissances étant marquées du sceau de la fragilité, on doit suspendre toutes nos croyances, toutes nos connaissances, toutes nos opinions, le temps de reconstruire la connaissance sur des bases solides. Donc cette démarche, on l'appelle souvent la méthode du doute méthodique, mais aussi du doute radical ou encore hyperbolique. Alors pourquoi hyperbolique? Parce que, évidemment, c'est une exagération de la part de Descartes. À aucun moment Descartes ne pense réellement que tout ce que nous pensons peut être faux. À aucun moment il ne l'envisage sérieusement. Et d'ailleurs il dit lui-même que le temps de reconstruire notre connaissance sur des bases solides, il faut fonctionner forcément avec nos anciennes croyances. On est obligé de faire avec. On ne va pas tout à coup se retirer du monde et ne jamais se positionner. Donc il va conserver ce qu'on appelle la morale par provision, c'est-à-dire la morale qu'on conserve provisoirement, le temps de vérifier si elle était fondée ou pas, si elle était justifiée ou pas. Donc Descartes va se mettre à douter, il va douter de ce qu'il voit, il va douter de ce qu'il entend, il va douter de ce qu'il croit savoir, et il va aller jusqu'à douter de lui-même. Ce que veut dire Descartes, c'est que si mes sens sont douteux, c'est-à-dire si je dois me méfier d'eux, s'il est possible, s'il y a la moindre chance qu'ils puissent me tromper, ça veut dire que je ne peux pas être absolument certain de mon existence, en tout cas de mon existence corporelle. Parce que mon existence corporelle, j'en ai la connaissance que par l'intermédiaire de mes sens. C'est-à-dire que je peux me voir, je peux me sentir, je peux m'entendre, mais tout ça reste de l'ordre de l'expérience sensorielle. Et comme l'expérience sensorielle est douteuse, définitivement douteuse, je ne peux pas m'appuyer sur elle pour déduire mon existence. Donc Descartes va postuler que je ne peux pas affirmer que j'existe, je dois douter de mon existence
comme je dois douter de tout ce qui provient de mes sens, de tout ce qui provient de la croyance ou des opinions, de tout ce dont je ne peux pas avoir une certitude absolue, une certitude qui s'appuie sur une vérification intégrale, sur une démonstration absolue. Donc Descartes, c'est un peu la philosophie de la paranoïa. C'est partir du principe que parce qu'une erreur est possible, même si c'est un pourcentage ridiculement faible, eh bien le risque existe, et si le risque existe, on ne prend pas ce risque. On pourrait dire que Descartes, c'est celui qui a douté pour être sûr. Parce qu'en doutant de tout, il est sûr de ne jamais faire d'erreur. Il est sûr de ne jamais se faire abuser. Donc c'est assez ironique finalement de se dire que c'est peut-être le philosophe qui a le plus attaché de valeur et d'importance à la notion de vérité, ou en tout cas une ambition affichée d'atteindre cette vérité. C'est ironique qu'il soit arrivé à la vérité grâce au doute. Parce que pour Descartes, le doute n'est qu'un outil. Le but de Descartes, ce n'était pas de douter pour douter. Le doute n'est qu'un instrument au service d'une méthode. C'est vraiment constitutif d'une méthode qui est d'écarter tout risque d'erreur. Donc le doute va vraiment apparaître comme un outil très précieux pour accéder à la vérité. Car, au bout du raisonnement de Descartes, il y a l'idée que si je peux douter de tout, il y a une chose dont je ne peux pas douter. Il y a une chose qui va résister à mon doute, et c'est pas pour rien que cette chose, bien c'est le doute lui-même. Ce que veut dire Descartes, c'est que si je peux douter de tout, c'est bien la preuve que mon doute existe. Alors le doute, c'est pas quelque chose de matériel, c'est pas physique le doute. C'est pas comparable à un objet corporel. Donc on parle évidemment d'existence immatérielle. C'est comme dire par exemple qu'une pensée existe, non pas au sens où elle serait constituée de molécules, mais au sens abstrait, au sens impalpable. Donc si je doute, mon doute existe, et qu'est-ce que le doute? Bien, Descartes nous dit que le doute c'est une forme de la pensée. Et donc la pensée, c'est pas quelque chose dont je peux avoir l'illusion. C'est-à-dire que autant on peut avoir une illusion d'optique et voir quelque chose qui n'existe pas vraiment, autant quand on a une pensée dans la tête, cette pensée pourrait bien être une illusion qu'elle resterait une pensée. Parce que l'illusion de la pensée, c'est déjà de la pensée. De la même façon que quand on rêve, ce qu'on vit n'est pas réel, mais le rêve existe en tant que rêve. Il existe en tant qu'illusion, il existe en tant que pensée. Donc c'est ça que veut dire Descartes, c'est que le doute, et donc par extension la pensée, c'est quelque chose dont je ne peux pas douter, c'est quelque chose dont je dois constater l'existence. Et pour Descartes, ça prend vraiment la forme d'une évidence absolue. C'est-à-dire que par quelque bout qu'on prenne le problème, on arrivera toujours à cette conclusion, la pensée existe. Donc là, pour Descartes, on atteint vraiment une première vérité. C'est-à-dire que là où notre expérience sensorielle va finalement se heurter à un mur, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir franchir le mur du doute, puisqu'on peut toujours douter de nos perceptions, on peut toujours douter de notre expérience, en revanche, on ne peut pas douter de la pensée, on ne peut pas douter de l'existence de la pensée, ce qui veut dire, pour Descartes, que si on doit accepter que la pensée existe, on doit accepter que nous-mêmes qui pensons existons. Et c'est ça qui va donner lieu à la célèbre phrase de Descartes, je pense donc je suis, c'est-à-dire si ma pensée existe, il faut bien que j'existe pour avoir cette pensée. Alors, à vrai dire, je suis pas totalement d'accord avec cette idée, parce que l'idée du je dans la phrase je pense est une idée qui, elle, n'est pas forcément logique. C'est-à-dire, je m'explique, que le pronom je, c'est déjà un parti pris linguistique. Le pronom je, par exemple, n'existe pas dans toutes les langues. L'expression de l'individualité n'existe pas dans toutes les langues. C'est déjà un parti pris culturel, linguistique, et donc, au final, anthropologique et philosophique. Dire je pense, ça n'a rien d'évident. Et même d'un point de vue logique, on pourrait presque le contester, parce que la pensée étant quelque chose d'immatériel, c'est aussi quelque chose d'informe, c'est quelque chose qui n'a pas de contour, qui n'a pas de limite, hein, au sens spatial du terme. Et donc, identifier la pensée à un individu, ou en tout cas confondre les deux, c'est-à-dire considérer que la pensée a forcément besoin de s'incarner dans un individu physique, c'est déjà quelque chose qu'on pourrait contester. D'ailleurs, c'est ce que disait Nietzsche, il disait que nous n'avions pas d'idées, ce sont les idées qui viennent à nous. Et quand on a une idée, en fait, on fait le constat, on fait l'observation d'une idée
qui vient de s'introduire en nous. Et donc on peut finalement se dire que la pensée n'est pas forcément le gage de l'existence de l'individu. Donc l'idée de Descartes, c'est vraiment et définitivement d'imposer à l'esprit l'évidence de notre existence à travers la pensée. C'est de dire que la pensée, donc l'esprit, au-delà de la pensée individuelle, l'esprit est réellement la seule chose dont on peut attester de l'existence. C'est vraiment la seule chose sur laquelle on ne peut pas avoir de doute quant à l'existence. Donc c'est quand même intéressant de remarquer avec Descartes que la première brique de l'édifice que doit être la vérité, cette brique élémentaire, elle renvoie à quelque chose qui pour nous, dans notre vie quotidienne, ne nous paraît pas réel. Au sens où, quand on parle de la réalité, on a plutôt tendance à se référer à la matière, au corps et aux objets. Donc se dire que la première chose dont on va prouver l'existence, c'est quelque chose d'immatériel, et qu'on va construire toute notre connaissance à partir de cette vérité immatérielle, c'est quand même quelque chose d'assez paradoxal. Toujours est-il que Descartes, après avoir découvert cette vérité première, c'est comme ça qu'on la nomme, la vérité première, c'est-à-dire la vérité mère de toutes les autres vérités, c'est la vérité de notre existence en tant qu'individu, notre existence en tant qu'être pensant. Alors là, on touche à quelque chose qui me paraît assez important, parce qu'on touche en fait à la manière dont Descartes a influencé sa postérité. Pour certains, Descartes restait un penseur chrétien, et c'est vrai que Descartes était un philosophe chrétien, c'est un philosophe qui a tenté de prouver l'existence de Dieu, mais pour autant, ce n'est pas quelqu'un qui a fait de Dieu un concept premier. Le concept premier de Descartes, c'est le doute. Et les concepts dérivés de ce concept de doute, ce sont les concepts de pensée, d'existence et d'individu. Donc ce qui veut dire que d'un point de vue purement religieux, d'un point de vue purement chrétien, Descartes est déjà presque coupable d'une hérésie. Parce qu'il faut bien comprendre que jusqu'à la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire très peu de temps finalement avant Descartes, toute la philosophie était basée sur une idée centrale et première qui était Dieu. Donc certes, Descartes n'est peut-être pas un révolutionnaire de la laïcité au XVIIe siècle, mais c'est quand même quelqu'un qui a osé commencer un traité de philosophie en ne partant pas de Dieu, mais en partant de l'individu. Donc je veux dire, c'est quand même pas mal pour l'époque. Faut savoir que Descartes, en tant que scientifique, il était favorable aux thèses de Copernic. Et c'est quand il a appris que Galilée avait eu des ennuis avec son système héliocentrique que Descartes a renoncé à publier un ouvrage qui justement allait dans le sens de Copernic, parce qu'il savait que c'était se tirer une balle dans le pied et que c'était se condamner à la censure et donc à l'impossibilité de délivrer sa parole. Donc Descartes était tout sauf une sorte de philosophe inquisiteur, n'était absolument pas un philosophe qui allait jeter l'opprobre sur une pensée non conforme au dogme. Voilà, donc j'en termine pour cette question de l'influence de Descartes, et je souhaiterais revenir sur une notion très importante qu'on a esquissée, mais qui selon moi mérite vraiment qu'on l'approfondisse, parce qu'elle permet de comprendre beaucoup de choses. Ce qu'on a vu, c'est que Descartes considère que la pensée est quelque chose qui possède un degré de réalité finalement beaucoup plus élevé que les corps. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre de la matière, tout ce qui est objet physique. Et ça, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de le mettre en relation avec la vision qu'avait Platon, et qui disait que notre monde matériel n'était qu'une projection d'un monde qui est le monde des idées, c'est-à-dire la projection d'archétypes. Les archétypes, chez Platon, on les appelle les archétypes, on les appelle également les idées ou les essences. C'est très difficile à définir, et évidemment, on peut difficilement expliquer ce que sont les archétypes sans passer par des analogies, mais en tout cas, c'est l'idée que notre monde, avant d'exister sous une forme physique, il existe en tant qu'idée, il existe en tant que principe, un petit peu, si vous voulez, de la même façon que la loi de la gravité préexiste à la gravité. Ce que je veux dire, c'est que la gravité n'est ce qu'elle est qu'en vertu d'une loi qui la gouverne. Eh bien, cette loi qui la gouverne, on pourrait dire que c'est un petit peu l'archétype de la gravité. Et la gravité, ce serait la manifestation dans le monde physique de cette idée de gravité.
Et donc le parallèle avec Platon se situe non seulement ici, c'est-à-dire dans cette idée d'une réalité au-delà du monde matériel, donc la réalité intelligible, le monde des idées chez Platon, eh bien chez Descartes ça prend la forme d'une substance, ce qu'il appelle une substance, et qui est la pensée. Donc chez Descartes, quand on parle de substance, on ne parle pas forcément d'une substance physique. Donc là encore, c'est difficile pour nous de se représenter cette idée de substance sans en faire quelque chose de matériel. Mais pour Descartes, c'est quelque chose qui a autant de réalité, en fait, que la substance physique, c'est-à-dire que la matière. Et ce que veut dire Descartes, c'est qu'il ne faut pas réduire la notion de réalité à la réalité matérielle. Parce que ce qu'on appelle la réalité, c'est ce qui est, et ce qui est n'est pas forcément d'ordre physique. Donc là, on retrouve le dualisme qu'on trouvait déjà chez Platon, le dualisme entre le monde sensible et le monde intelligible, c'est-à-dire entre le monde matériel et le monde de l'esprit. Et ça, on le trouve notamment dans un petit exemple que donne Descartes, c'est le fameux exemple du morceau de cire. L'exemple du morceau de cire que Descartes utilise pour montrer que tout ce qui existe dans le monde physique est soumis à la corruption, est soumis à la transformation, à l'évolution. Et donc si on veut définir un objet physique, si on veut le définir dans ce qui le constitue au plus profond de lui-même, au niveau de son essence, eh bien tout ce qu'on va pouvoir dire sur le morceau de cire pour le définir n'est en aucun cas lié à ses caractéristiques physiques. Donc ça, Descartes nous le raconte concrètement, il nous dit, je prends un morceau de cire, il est petit, il est plutôt dur, il est blanc, je vais l'approcher du feu, et là, je vais le voir se transformer. Il va devenir liquide, il va devenir plus foncé, il va fondre, se répandre, et donc, au bout du compte, il n'aura plus du tout les mêmes caractéristiques sensibles que celles qu'il avait au départ. Ça prouve, pour Descartes, qu'on ne peut pas définir un objet physique par ses caractéristiques physiques. On doit les définir par autre chose, leur essence se situe au-delà de la matière. Et donc dans le cas du morceau de cire, Descartes va dire, puisque je ne peux pas le définir par sa couleur, puisqu'elle change, je ne peux pas le définir par sa forme, puisqu'elle change également, ce par quoi, en revanche, je peux définir le morceau de cire, c'est par le fait qu'il a la capacité de se transformer. C'est presque une tautologie en fait comme raisonnement, c'est de dire que ce qui définit n'importe quel être physique, c'est son caractère d'être physique. Mais en fait c'est plus qu'une tautologie parce que ça veut simplement dire qu'on ne peut pas définir davantage ce qu'est un corps physique parce que tout ce qu'on pourrait dire sur lui serait soumis à l'évolution, à la transformation, et donc ne serait pas une vérité absolue, une vérité réelle. Donc là encore, chez Descartes comme chez Platon, il y a l'idée que les idées, les vérités intelligibles, sont éternelles, qu'elles sont en dehors du temps, en dehors de l'espace, et que ce qu'on appelle vérité devrait en réalité ne correspondre qu'à ces formes de vérité, c'est-à-dire à des vérités éternelles. Alors évidemment, c'est toujours difficile de parler de vérité éternelle dans un univers physique, puisque précisément le caractère physique de notre univers, on ne sait pas s'il est de toute éternité ou pas. Hein. C'est très difficile de penser ne serait-ce que la question de l'origine immatérielle, de l'origine non physique d'un monde physique. Et c'est justement d'ailleurs la question qui occupe les métaphysiciens, c'est-à-dire ceux qui essayent de penser ce qui transcende le monde physique. Donc parler de vérité éternelle, c'est un petit peu compliqué. Mais pour Descartes comme pour Platon à l'époque de l'Antiquité, les idées sont des réalités éternelles. Et ça d'ailleurs c'est intéressant de le mettre en comparaison avec ce qu'on trouve dans la Bible, c'est-à-dire au commencement était le Verbe. Et on sait qu'en grec, le Verbe c'est logos, et le logos c'est l'esprit, le logos c'est la pensée, c'est l'intellect. C'est-à-dire que le logos est en rapport direct avec l'idée. Le logos, c'est l'esprit, le logos, c'est le monde des idées. Et dire que au commencement était le verbe, c'est peut-être dire qu'au commencement étaient les idées, au commencement était l'esprit. Donc là encore, au risque de me répéter, c'est intéressant de constater que pour Descartes, ce qui va le mieux définir l'être humain, c'est sa dimension immatérielle, c'est sa dimension spirituelle, c'est son esprit, parce que l'esprit produit la pensée dont je ne peux douter, contrairement au corps dont je peux douter, contrairement à la matière qui se transforme sans cesse. Je ne peux pas douter de ce qui est éternel en moi, je ne peux pas douter de ce qui précède et qui survit à la matière, ce qui veut dire, si on y réfléchit, que, pour Descartes, ce qui nous définit le mieux, c'est notre éternité.
c'est que nous sommes des êtres dont la réalité va bien au-delà de notre existence. Parce que si les choses de la matière peuvent exister, les choses de l'esprit peuvent faire plus qu'exister, elles peuvent être. Et ce qui est n'a pas forcément besoin d'exister pour être. De la même façon que nous n'avons pas besoin de sortir de chez nous pour prouver que nous existons. Nous savons que nous existons. Le fait d'être n'implique pas d'extérioriser l'être. Et ce n'est pas parce que nous sommes obligés de faire savoir que nous sommes. On peut se contenter d'être, sans se montrer, sans s'extérioriser. L'esprit aurait pu se contenter d'être. Il aurait ainsi pu continuer à être de toute éternité, mais il faut croire qu'il a eu besoin de compagnie, ou d'une image de soi. Peut-être que l'esprit a voulu se regarder dans un miroir, et que c'est nous, son miroir. Nous sommes peut-être le miroir de l'esprit. Ouais. Et si c'est le cas, il n'est pas Jojo. Et cette morale du ressentiment, il l'attribue essentiellement au christianisme. Nietzsche combattait la pensée chrétienne, Nietzsche combattait toute pensée qui était basée sur une distinction entre le bien et le mal. En gros, il combattait toutes les idéologies qui prétendaient dicter aux hommes la manière de se comporter. Nietzsche était pour la disqualification de toutes les valeurs existantes et pour la réhabilitation de nouvelles valeurs à travers son concept du surhomme. On va en parler en profondeur. Alors je fais tout de suite une petite parenthèse sur le nazisme. Nietzsche est souvent accusé d'avoir inspiré la pensée nazie. Je vais donner mon point de vue là-dessus, qui n'est que mon point de vue, je le précise. Tout ça, ce sont des foutaises. Nietzsche a développé une pensée philosophique, une pensée de l'humanité, une vision anthropologique, et que des courants, des idéologies politiques aient pu s'appuyer sur sa pensée, c'est un fait. Mais s'appuyer sur une pensée ne signifie pas que la pensée est elle-même fautive. On peut toujours utiliser une pensée dans le sens de ses intérêts. D'ailleurs, une pensée aussi riche que celle de Nietzsche peut facilement être interprétée dans le sens des intérêts de n'importe qui. Vous pouvez faire dire ce que vous voulez à Nietzsche, comme vous pouvez faire dire ce que vous voulez à Schopenhauer. Il suffit de prélever quelques citations qui vont dans le sens de votre interprétation. C'est très facile. Donc, je n'en dirai pas plus. La pensée de Nietzsche est basée sur une approche naturaliste de la pensée, c'est-à-dire une approche biologique, en fait, de la pensée. Pour Nietzsche, toute philosophie vient du corps. Ça veut dire qu'on pense comme on est constitué physiologiquement. La pensée n'est pas indépendante du corps, la pensée émane du corps. Et notre constitution biologique va déterminer la manière dont on va penser se représenter le monde. Alors pour Nietzsche, il y a plusieurs étapes. La physiologie détermine la morale, et la morale détermine l'intellect, c'est-à-dire les idées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour Nietzsche, un individu de constitution faible aura une morale de faible. Et parce qu'il a une morale de faible, il aura des idées faibles, des idées de faibles. Pour Nietzsche, il y a des types de pensée qui correspondent à des types d'individus. La philosophie de Nietzsche est donc basée sur une typologie, une classification des types d'hommes, des types de comportements qui correspondent à des types de pensée. Cette vision très naturaliste de la pensée, l'idée que toute pensée émane d'un corps et que si on comprend le corps d'où vient la pensée, eh bien on comprend mieux la pensée qu'en l'étudiant de manière indépendante. Cette méthode, il va l'appliquer dans son analyse. Au lieu de partir d'une pensée pour la critiquer sur son contenu, au lieu de faire ça, Nietzsche, lui, va se livrer à une généalogie de la pensée et à une généalogie de la morale qui sous-tend cette pensée. La généalogie de la morale, c'est essayer de comprendre l'histoire et l'origine de la morale, de savoir comment elle est née, comment elle est apparue,
Et qui a créé la morale? Et à partir du moment où on saura qui a créé la morale, on saura ce qu'est la morale et on saura ce que vaut la morale. Pour Nietzsche, la morale, au sens où on l'entend couramment, elle est issue d'abord de la pensée de Platon, puis de la pensée chrétienne. D'ailleurs, pour Nietzsche, il y a une continuité directe entre le platonisme et le christianisme. Alors c'est un lien qui pourra en surprendre plus d'un, puisque Platon, c'est le 5e siècle avant Jésus-Christ. À l'époque de Platon, la Grèce est polythéiste. Donc dire que Platon a pu être une espèce d'inspirateur du christianisme, ça peut passer comme étant quelque chose d'assez farfelu, alors pas du tout. En fait, c'est une idée très cohérente puisque le platonisme était basé sur un dualisme. Le dualisme, c'est l'idée qu'il existe une réalité qui est la nôtre et une réalité qui nous dépasse, une réalité supérieure. La réalité dans laquelle on vit, c'est la réalité sensible, on a pu en parler avec Schopenhauer. La réalité au-dessus du monde sensible, pour Platon, c'est la réalité intelligible. Pour Platon, au-dessus du monde matériel, du monde physique, du monde dans lequel on vit, il existe un monde. Alors évidemment, le mot de monde est trompeur, puisqu'on a tendance à imaginer un monde matériel, justement, alors que non. Pour Platon, il existe un monde intelligible, autrement dit, un monde constitué seulement d'idées, avec un I majuscule. Car pour Platon, toutes les choses matérielles, toutes les choses sensibles, ne sont que des exemples, des images d'objets qu'il appelle les idées. Et les idées pour Platon sont la vraie réalité, c'est une réalité transcendante. De la même façon, dans le christianisme, eh bien, il y a une séparation assez nette qui est faite entre l'ici-bas et l'au-delà. L'ici-bas, c'est notre monde, c'est le monde de la matière, c'est le monde de la chair, donc c'est aussi le monde du vice. C'est un monde dont il faut se méfier. C'est le monde sur lequel règne Satan, le maître d'ici-bas. Et au contraire, l'au-delà, eh bien, c'est le paradis. C'est un monde qui n'est plus soumis aux contraintes de la matière, qui n'est plus soumis aux vices de la chair. Et pour les chrétiens, c'est ce monde-là vers lequel nous devons tendre. Donc on observe un lien philosophique entre le platonisme et le christianisme, puisque ces deux conceptions du monde, ces deux paradigmes, reposent sur une séparation entre deux mondes, un monde matériel et un monde transcendant. Et cette pensée dualiste, Nietzsche considère qu'elle est la source de la maladie de notre civilisation. Il pense que c'est cette vision du monde qui va conduire l'homme à sa perte. C'est ce qu'il appelle le nihilisme. Alors le nihilisme, ça signifie, le latin nihil veut dire rien, le nihilisme c'est la pensée du néant. Et pour Nietzsche, la transcendance, c'est-à-dire le fait de ne pas se satisfaire de la réalité matérielle, de la refuser, de la rejeter, voire de la condamner, en la considérant comme corruptrice par exemple, eh bien ça c'est du nihilisme, puisque c'est une pensée qui va chercher un ailleurs et qui va donc rejeter la réalité dans laquelle nous nous trouvons. Rechercher un ailleurs, ça signifie qu'on ne se satisfait pas du monde dans lequel on est. Eh bien cet ailleurs, pour Nietzsche, c'est une illusion. C'est quelque chose qui n'a pas d'existence, puisque pour lui, il n'y a pas d'au-delà. La philosophie de Nietzsche repose sur ce qu'on appelle l'immanence. L'immanence, c'est ce qui s'oppose à la transcendance. L'immanence, ça veut dire qu'il n'y a pas d'extérieur par rapport à la réalité. Et ce mode de pensée dualiste, qui est commun donc aux platoniciens et aux chrétiens, Nietzsche l'appelle le nihilisme. Le nihilisme, la pensée du néant. Alors la question qui se pose, c'est mais qu'est-ce que reproche exactement Nietzsche à cette pensée dualiste, à cette pensée platonicienne, à cette pensée chrétienne? Pourquoi dit-il que c'est une pensée qui va conduire l'humanité à sa perte? Bien, c'est assez simple à comprendre. En fait, pour Nietzsche, toute pensée qui repose sur une séparation entre le bien et le mal, le vrai et le faux, toutes ces séparations à partir desquelles nous construisons notre pensée et notre action, toutes ces distinctions d'ordre intellectuel et moral, ont été créées de toutes pièces, inventées par les faibles pour vaincre les forts. En fait, pour Nietzsche, tous les concepts que nous utilisons qui reposent sur une opposition, qui reposent sur un dualisme, ils expriment ce qu'il appelle la morale du ressentiment. La morale du ressentiment, eh bien, c'est par exemple la morale qui dit que le fort n'a pas le droit d'utiliser sa force contre le faible. C'est la morale qui dit qu'il est mal de se comporter de manière égoïste.
C'est la morale qui va s'appuyer sur la culpabilité, qui va dénoncer le vice et le péché. Autrement dit, la morale du ressentiment, c'est la morale qui va nier la vie. Pourquoi nier la vie? Parce que pour Nietzsche, la vie, elle est essentiellement volonté de puissance. Là encore, je dois faire une précision, puisque la volonté de puissance, ce n'est pas comme on l'entend souvent, le désir de domination, la recherche de la gloire et du pouvoir. Non, ce n'est pas ça. La volonté de puissance, c'est la puissance qui anime le monde, c'est la volonté qui anime le monde. La volonté de puissance, c'est la volonté de la puissance elle-même. C'est la volonté qui affirme sa puissance dans la réalité, qui affirme sa puissance dans la vie, qui affirme sa puissance dans l'homme. Lorsqu'un homme recherche la puissance, en fait, il ne recherche pas la puissance de manière indépendante et séparée du monde. C'est la vie elle-même qui exprime sa puissance à travers cet homme. La recherche de la puissance n'est pas quelque chose de négatif pour Nietzsche, c'est au contraire la volonté affirmative du monde dans sa plénitude. Pour nous, la puissance, c'est un concept qui a une connotation négative, puisqu'on l'associe à la domination d'autrui. Et pour Nietzsche, la puissance n'a absolument rien à voir avec ça, puisque le fort, celui qui est animé de cette volonté de puissance, eh bien, il n'en a rien à faire de dominer le faible, puisque vouloir dominer le faible, ce serait déjà considérer que le faible a une valeur, ce serait lui accorder une importance qu'en tant que faible, il ne mérite même pas. Donc la volonté de puissance chez Nietzsche est effectivement un égoïsme, mais c'est un égoïsme radical, c'est un égoïsme qui ne se pose même pas la question de la valeur d'autrui, puisque l'égoïsme plein et entier ne cherche pas à tirer profit d'autrui, il nie tout simplement autrui. Il ne le reconnaît pas comme étant autrui, il ne le reconnaît pas comme existant. La puissance chez Nietzsche, c'est un concept absolument central, puisque c'est le concept selon lui qui définit le mieux l'essence même de l'être, l'essence même de la vie, l'essence même de la réalité. On a vu avec Schopenhauer que la volonté, c'était cette force qui s'exprimait à travers l'espèce et à travers les individus, notamment à travers l'instinct de reproduction, à travers le désir sexuel comme désir inconscient de perpétuer l'espèce. Vous vous rappelez, c'est le stratagème de la nature pour arriver à ses fins, la perpétuation dans le temps. De la même façon, chez Nietzsche, la vie est un mouvement qui recherche sans cesse à croître, à s'affirmer de plus en plus. Et si ce mouvement rencontre des oppositions, eh bien, tant pis pour elle. Mais la puissance ne s'occupe pas de savoir si elle rencontre ces oppositions, elle broie les oppositions sans même se poser la question. La volonté de puissance, c'est l'idée d'une force primitive, instinctive, originelle, qui traverse tout ce qui est, et pour Nietzsche, c'est ça la seule réalité. La volonté, c'est cette force d'affirmation et de croissance de chaque chose, de chaque être. Prenons un petit exemple. Un enfant qui grandit. Il viendrait à l'idée de personne de dire qu'un enfant qui grandit, c'est un enfant qui a envie de prendre plus de place que les autres, qui a envie de consolider son espace vital pour filer la comparaison faite tout à l'heure. Non, l'enfant qui grandit, c'est l'enfant qui exprime et qui extériorise le mouvement même de la vie, puisque la vie est faite pour croître, et l'enfant qui grandit, il exprime cette puissance de croissance qui est incluse dans la vie. La volonté de puissance, c'est l'essence même de la vie, c'est l'essence même de la réalité. Et la devise de la volonté de puissance pourrait être croître ou dépérir, grandir ou mourir. Donc, pour finir sur cet aspect, pour Nietzsche, seule la volonté de puissance peut être considérée comme étant digne de valeur, et toutes les valeurs qui reposent sur le dualisme, qui sont des inventions des faibles pour combattre les forts, eh bien toutes ces valeurs-là, pour Nietzsche, n'ont strictement aucune valeur. C'est pour ça qu'on peut dire que la philosophie de Nietzsche est une philosophie de la réévaluation, puisque pour Nietzsche, toutes les valeurs existantes doivent être dévaluées et remplacées par de nouvelles valeurs, des valeurs qui vont favoriser l'émergence de ce qu'il appelle le surhomme. Le surhomme, c'est celui qui ne se trouve plus dans cette morale du ressentiment, c'est celui qui s'est affranchi de tous les dualismes, c'est celui qui accepte l'immanence de l'être, c'est celui qui accepte le fait que la réalité que nous connaissons soit la seule réalité existante, et cette réalité-là, nous devons l'assumer, nous ne devons pas la fuir,
Nous ne devons pas en chercher une qui serait meilleure, puisque rechercher une réalité qui serait meilleure, ce serait tout simplement démontrer notre incapacité à nous adapter à cette réalité, ce serait donc démontrer notre faiblesse. Toutes les pensées dualistes reposent sur un ressentiment. Ce ressentiment, il est issu de la peur, et la peur nourrit la haine, nourrit la vengeance, nourrit la culpabilité, et ce sont toutes ces valeurs que Nietzsche estime être à l'œuvre dans la morale dominante qui est la morale chrétienne. La volonté de puissance, ce n'est donc pas un concept moral, ce n'est pas une apologie du désir de domination. Pour Nietzsche, la volonté de puissance, c'est l'essence même de l'être, puisque la réalité est toujours en devenir, elle est toujours en mouvement. Le mouvement, c'est le propre de la vie, c'est même le propre de tout ce qui est, et ce mouvement, c'est un mouvement vers l'accroissement. Revenons très rapidement sur la distinction entre les deux types de morale, la morale des faibles et la morale des forts. La morale des faibles, on l'a dit, est basée sur une opposition des concepts, le bien et le mal, d'où vont naître ensuite la culpabilité, le péché et le vice. Nietzsche appelle cela une morale du ressentiment puisque c'est une morale qui s'occupe des autres. Et cette morale qui s'occupe des autres, elle indique qu'elle ne s'occupe plus d'elle-même. Elle indique donc une perte de puissance, une perte de vitalité, d'où d'ailleurs le désir de vengeance, le désir de condamner l'effort pour nos propres faiblesses. Pour Nietzsche, la morale du ressentiment, c'est la haine de la vie, c'est l'expression philosophique et morale de la haine de la vie. Au contraire, la morale des forts, c'est une morale d'auto-affirmation. Le fort n'accorde aucune importance au faible puisqu'il ne le reconnaît même pas. Le fort se contente d'être dans la vie, il se contente d'être dans la force du devenir, et si le faible se dresse sur son passage, il en subira les conséquences de manière purement mécanique. C'est-à-dire que le fort ne va pas rechercher volontairement à asservir ou à dominer le faible va pâtir de la force du fort, puisque la force du fort s'exprime, point. Et elle ne peut que s'exprimer, puisque c'est son essence même. Sur cette idée de volonté de puissance, on peut évidemment faire un parallèle avec la théorie freudienne du désir sexuel, puisque pour Freud, toute création est une spiritualisation de la pulsion sexuelle. Ça signifie que, à l'origine de toute œuvre, eh bien, il y a une pulsion sexuelle qui est détournée de sa destination primaire, l'acte reproductif, pour être investie dans la réalisation de quelque chose de supérieur. Cette pulsion sexuelle, eh bien, c'est un peu l'équivalent de la volonté de puissance de Nietzsche dans son sens le plus physiologique. Donc, je pense que vous l'avez compris, pour Nietzsche, les concepts philosophiques majeurs que sont la vérité, que sont le bien et le mal, eh bien, il ne leur accorde en fait aucune valeur, aucune espèce d'importance, puisque pour lui, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas dans le concept, mais il est dans la force qui investit le concept. Il est dans la puissance par laquelle le concept s'affirme. Le concept n'est qu'une forme, le concept n'est qu'une coquille, dans laquelle on peut mettre tout et n'importe quoi. Mais pour Nietzsche, le concept n'a pas de valeur en lui-même. Il n'a de valeur que par la puissance et la vitalité dont il est chargé. Et si un concept s'exprime avec une puissance et une vitalité intense, eh bien à ce moment-là, il est digne de valeur. Mais tout le reste n'est que vanité. Alors pour mettre en évidence le mépris, le dédain qu'avait Nietzsche pour le concept de vérité et pour tout ce qui relevait en fait de la pensée intellectuelle, puisque pour lui l'intellect, ce n'est rien d'autre qu'un moyen d'adaptation de l'espèce humaine et un moyen d'adaptation dans lequel elle a cru pouvoir trouver l'indice de sa supériorité. Or pour Nietzsche, l'intellect, l'intelligence ne sont pas du tout des marqueurs de supériorité, ce sont simplement des singularités contingentes, ce sont des propriétés que nous avons mais qui ne valent pas spécialement plus, ce sont simplement nos outils en tant qu'humains d'adaptation au monde qui nous entoure, rien de plus. Donc je disais pour mettre en évidence ce mépris, je vais vous lire un petit texte qui est issu de la première page d'un tout petit livre qui s'appelle Vérité et mensonge au sens extramoral, dans lequel Nietzsche revient sur le concept de vérité pour montrer son caractère factice et, j'oserais dire, frauduleux. Et il part d'une image que j'aimerais partager avec vous. Voici ce qu'il écrit. Il y eut une fois, dans un recoin éloigné de l'univers répandu en d'innombrables systèmes solaires scintillants, un astre sur lequel des animaux intelligents inventèrent la connaissance. Ce fut la plus orgueilleuse et la plus mensongère minute de l'histoire universelle. Une seule minute, en effet.
La nature respira encore un peu, et puis l'astre se figea dans la glace. Les animaux intelligents durent mourir. Une fable de ce genre, quelqu'un pourrait l'inventer, mais cette illustration resterait bien au-dessous du fantôme misérable, éphémère, insensé et fortuit que constitue l'intellect humain au sein de la nature. Des éternités durant, il n'a pas existé, et lorsque c'en sera fini de lui, il ne se sera rien passé de plus. Car ce fameux intellect ne remplit aucune mission au-delà de l'humaine vie. Il n'est qu'humain, et seul son possesseur et producteur le considère avec pathos, comme s'il renfermait le pivot du monde. Or, si nous pouvions comprendre la mouche, nous saurions qu'elle aussi nage à travers l'air avec ce pathos, et ressent en soi le centre volant de ce monde. Il n'y a rien de si abject et de si minuscule dans la nature qu'une légère bouffée de cette force du connaître ne puisse aussitôt gonfler comme une outre. Et de même que tout portefaix aspire à son admirateur, de même l'homme le plus fier, le philosophe, croit-il avoir de tous côtés les yeux de l'univers braqués comme des télescopes sur son action et sa pensée. Je vais vous lire maintenant un deuxième court extrait qui prolonge celui-là. L'intellect, en tant que moyen de conservation de l'individu, déploie ses principales forces dans le travestissement, car c'est le moyen par lequel se maintiennent les individus plus faibles, moins robustes, qui ne peuvent pas se permettre de lutter pour l'existence à coups de cornes ou avec la mâchoire affilée des bêtes de proie. C'est chez l'homme que cet art du travestissement atteint son sommet. Illusion, flagornerie, mensonge et tromperie, commérage, parade, éclat d'emprunt, masque, convention hypocrite, comédie donnée aux autres et à soi-même, bref, le sempiternel voltigement autour de cette flamme unique. C'est vouloir que la vie ne soit pas la vie. C'est vouloir que la vie ne soit pas le terrain d'affrontement des forces. Parce que c'est d'abord ça la vie, c'est le terrain d'affrontement de forces qui s'opposent, qui se télescopent. C'est ça la vie, c'est un rapport de force permanent. Et dans ce rapport de force, il y en a qui sont plus ou moins dotés, qui sont plus ou moins privilégiés par la nature, et évidemment, les moins privilégiés vont être ceux qui vont le plus rejeter ce principe de l'affrontement des forces. Et qui sont ceux qui vont rejeter ce principe? Eh bien pour Nietzsche, c'est très clair, ce sont les faibles. Alors on pourrait dire, d'accord, les faibles rejettent le monde physique parce qu'il est le lieu d'affrontement des forces, et effectivement, quand on est faible, on a plutôt intérêt à éviter le conflit, on a plutôt intérêt à éviter de se confronter à des forces supérieures à la nôtre. Il en va de notre survie. Et vous allez me dire, quel rapport avec la morale? Bien, vous allez voir que c'est très simple. Pour Nietzsche, l'invention de la morale correspond d'abord à une stratégie des faibles pour se protéger des forts. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la morale, elle est fondée sur un ensemble d'interdits. La morale, c'est ce qui nous dit tu dois et tu ne dois pas. Tu peux ou tu ne peux pas. Donc ce qui définit la morale, c'est la restriction. Ce qui définit la morale, c'est la limite à notre comportement. La morale nous dit tu ne peux pas faire tout ce que tu veux, tu es obligé de prendre en compte l'autre, et parce que l'autre existe, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Tu ne peux pas vivre comme si l'autre n'existait pas. Ce qui veut dire que ce qui fonde la morale, c'est l'existence d'autrui. Et c'est vrai que si vous vivez tout seul dans la forêt, d'une certaine manière, la morale ne vous servira à rien. Elle ne vous servira à rien parce que vous n'aurez pas besoin d'un code de conduite. Le code de conduite, vous en avez besoin quand vous êtes en rapport avec l'autre. Pas quand vous êtes tout seul. Pas quand votre objectif, c'est la survie. Donc ce qui fonde la morale, c'est l'existence de l'autre, c'est la prise en compte de l'autre. Et donc la morale nous dit que parce que l'autre existe, on doit le respecter. On doit respecter sa dignité, on doit respecter la valeur de sa vie, et on ne peut pas utiliser l'autre comme un moyen pour parvenir à nos fins. C'est ce qu'on retrouve dans la morale kantienne, l'idée que l'autre ne peut jamais être traité comme un moyen, mais doit toujours être traité comme une fin en soi. Je ne peux pas utiliser l'autre comme un moyen, parce que l'autre est un autre moi-même, parce qu'il possède une conscience, parce que sa valeur est au-delà de toute marchandisation, au-delà de toute instrumentalisation, et parce que l'autre est un autre moi-même, je ne peux pas lui infliger, je ne peux pas lui faire subir ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse subir. Je suis donc obligé d'en rabattre sur mes instincts, sur mon animalité, pour laisser une place à l'autre, pour le laisser exister à mes côtés. Donc ça, c'est ce qui fonde la morale, et c'est d'ailleurs ce qui fonde également toute vie sociale.
Faut bien comprendre que la morale, la religion, ce sont également des systèmes de coexistence sociale. C'est ce qui permet aux individus de cohabiter les uns à côté des autres de manière pacifique. S'il n'y avait pas de morale, il n'y aurait pas de coexistence pacifique entre les individus. Autrement dit, toute vie en société serait impossible. Et c'est parce qu'il est nécessaire de fixer des limites à notre conduite que nous avons inventé les notions de bien et de mal. Le bien et le mal, ce sont d'abord des créations humaines dont le but est de s'accorder sur ce que l'on a le droit de faire et sur ce que l'on n'a pas le droit de faire. Donc la morale, si on voulait la définir de manière extrêmement simple, voire simpliste, c'est la valorisation du bien et la dévalorisation du mal. Et quand je dis dévalorisation, on peut même aller jusqu'à dire condamnation. La morale condamne le mal. Et dans cette idée de condamnation, il y a un peu plus que l'idée du simple rejet. Il y a l'idée de la culpabilisation. Faire le mal doit nous faire nous sentir coupables, ce qu'on appelle la mauvaise conscience. C'est ça que cherche à nous dire la morale. En faisant le mal, on doit se sentir coupable. Et c'est exactement là que réside le problème selon Nietzsche. Le problème ne réside pas tant dans le fait d'ériger des règles de conduite, parce qu'après tout, sans règles de conduite, on ne pourrait pas coexister. Mais le véritable problème, c'est l'entreprise de culpabilisation qui accompagne la morale. Et d'ailleurs, cette culpabilisation, on la voit à l'œuvre dans le champ lexical de la morale et de la religion. Dans la religion chrétienne, on trouve très fréquemment la notion de péché. Le péché étant ce qui est censé nous conduire en enfer. Et les 7 péchés capitaux sont là pour nous rappeler que si on se laisse aller au vice, on sera tôt ou tard jugé par le Tout-Puissant. Cette idée de jugement dernier, elle aussi va dans le sens de cette culpabilité. Et le jugement de celui qui a fait le mal, c'est le châtiment. Autrement dit, pour Nietzsche, l'essence de la morale, c'est la culpabilité. Et pourquoi la culpabilité est quelque chose d'indispensable? Eh bien, Nietzsche a la réponse, c'est parce que la culpabilité est le seul moyen d'empêcher le fort d'exprimer sa force. La culpabilité est faite pour empêcher le fort d'être fort, pour l'empêcher d'exprimer sa nature d'être fort. Alors vous allez me dire, on peut être fort sans chercher à nuire aux faibles, sans chercher à faire subir aux faibles le poids de notre force. Et c'est vrai. Mais sauf que, on l'a dit tout à l'heure, la vie c'est d'abord le théâtre du conflit, le terrain d'affrontement des forces. Et donc, objectivement, dans cette situation, le faible est pénalisé. Si l'être humain est d'abord un être de pulsion, un être de vitalité, un être instinctif qui va tout faire pour la survie, il est évident que dans ce jeu, l'espérance de vie du faible est réduite. Lorsqu'il y a affrontement pour la ressource, lorsqu'il y a conflit pour l'appropriation du point d'eau, le faible, il est un peu à la remorque. Le faible, c'est pas celui qui va nous faire triompher. C'est plutôt celui qu'on va envoyer en éclaireur et qui risque d'y passer. On va pas se mentir. Donc dans une vie terrestre qui se définit d'abord comme le lieu d'affrontement des forces, le faible part avec un handicap. On a beau aujourd'hui vouloir nier cette nature animale et instinctive de l'être humain, il n'empêche que la force, que ce soit la force physique ou la force psychologique, reste aujourd'hui un avantage évolutif, quand bien même les avancées technologiques viendraient largement relativiser cette valeur de la force. Pour en revenir à la notion de culpabilité, ce que nous dit Nietzsche, c'est que l'idée même de culpabilité n'aurait pas pu naître dans l'esprit d'un fort. Parce que le fort, il s'en moque de la culpabilité. Il s'en moque que son adversaire n'éprouve pas de culpabilité. Parce que c'est pas son problème. Deux forts qui s'affrontent ne vont pas se reprocher d'utiliser la force l'un contre l'autre. Deux forts qui s'affrontent ne vont pas aller porter plainte. Ils vont mesurer leurs forces l'un à l'autre, et c'est le plus fort qui triomphera. Et le vaincu acceptera sa défaite au nom du fait qu'il avait accepté cette règle du jeu. On voit mal Léonidas guider son armée jusqu'aux Thermopyles et se plaindre d'avoir été tué par les Perses. On voit mal l'aristocrate provoquer en duel celui qui l'aura insulté pour ensuite se plaindre d'avoir reçu une balle. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que le fort accepte l'idée que, dans la vie, il est parfois nécessaire de se confronter à la force de l'autre.
Et de la même façon que la gazelle ne portera jamais plainte contre le lion pour l'avoir mangé, pour Nietzsche, il n'y a aucune raison que l'on fasse culpabiliser le fort pour avoir employé sa force, c'est-à-dire pour avoir simplement exprimé sa nature. Alors évidemment, la vision nietzschéenne, c'est une vision naturaliste des rapports humains. Autrement dit, pour Nietzsche, l'homme est d'abord un animal. L'animal, c'est ce qui est animé. Et animé, ça veut dire doté d'une âme. Animus, en latin, c'est le principe vital. Ce qui définit l'être humain, comme tous les animaux, c'est son élan vital. C'est son souffle de vie. Et dès lors qu'on a défini la vie comme un lieu de conflit, comme un lieu d'affrontement des forces, il n'y a aucune raison, parce qu'il n'y a aucune possibilité, d'aller à l'encontre de ce principe. La vitalité est le principe de tout être vivant. Donc dans cette situation où le faible est pénalisé par rapport au fort, il est évident que le faible a tout intérêt à priver le fort de son arme fatale. Le faible a tout intérêt à ce que le fort n'exerce pas sa force contre lui. Et donc qu'est-ce que va faire le faible? Il va inventer la morale. Il va inventer des règles, il va inventer des valeurs, il va inventer des interdits qui font que le fort va hésiter à employer sa force, que le fort ne sera plus légitime à exercer sa force. Et c'est ça, pour Nietzsche, l'acte de naissance de la morale. La morale, c'est une entreprise de culpabilisation du fort, inventée par les faibles pour se réapproprier le pouvoir. Si vous préférez, pour Nietzsche, le faible est conscient qu'il ne peut pas employer sa force contre le fort. Le faible est conscient que, dans cette équation, il est perdant. Donc le faible est obligé de recourir à la ruse, à la stratégie. Il est obligé de trouver une voie détournée pour renverser le rapport de domination. Si on l'enferme seul à seul dans une pièce avec un fort, le faible est conscient qu'il est mort. Mais si on l'enferme dans une salle de procès dans laquelle on fait appliquer la loi qui nous dit qu'on ne doit pas faire du mal au faible, qu'on ne doit pas le faire souffrir, eh bien dans cette situation-là, le fort devient le faible. Celui qui a exercé sa force devient le coupable non plus aux yeux de la nature et du principe de l'élan vital, mais coupable aux yeux des règles morales, coupable aux yeux des règles de la coexistence pacifique, coupable aux yeux de la société. Voilà ce qui définit le principe de la morale selon Nietzsche. Le principe de la morale, c'est l'auto-institution de la bonté des bons. Et qui sont les bons? Ce sont les faibles. Qui sont les bons? Ce sont ceux qui ne peuvent pas se permettre d'être autre chose que bons. Parce que pour Nietzsche, si on est bon, c'est d'abord parce qu'on n'a pas les moyens d'être autre chose. Si on est bon, c'est parce qu'on ne veut pas s'attirer les foudres du fort. Et donc, en érigeant leur bonté en valeur, les faibles venaient de créer la morale. Donc évidemment, je me doute que, parmi vous, tout le monde ne sera pas d'accord avec cette vision. Et je n'ai pas besoin de préciser que ce n'est pas l'objet. L'objet n'est pas de vous faire adhérer à la morale nietzschéenne, l'idée est de vous faire entendre un point de vue différent sur les origines d'une morale qu'on a tendance à considérer comme un phénomène spontané, comme quelque chose qui serait inhérent à la nature de l'homme. Peut-être que la morale est quelque chose d'inhérent à la nature de l'homme, mais peut-être que c'est aussi le fruit d'un constat. Le constat de l'impossibilité de survivre si on ne limite pas l'expression de la force. Qu'est-ce qui définit, en règle générale, les règles morales? C'est la bienveillance, c'est la générosité, c'est la considération de son prochain. C'est ça qu'on retrouve dans la plupart des systèmes moraux. La considération de son prochain. Mais ça, pour Nietzsche, c'est quelque chose qui n'a pas sa place dans la nature. Pour reprendre l'exemple que donne Nietzsche, l'oiseau de proie ne se pose pas la question de la moralité de son action lorsqu'il mange un agneau. L'oiseau de proie ne considère pas l'agneau comme son ennemi. Au contraire, l'oiseau de proie en raffole de l'agneau. Alors que l'agneau, parce qu'il a développé une peur de l'oiseau de proie, il va le détester. Il va lui en vouloir. Il va lui reprocher d'être un oiseau de proie. Il va le lui reprocher parce que l'oiseau de proie est une menace pour lui. Et ça permet de comprendre ce que Nietzsche considère comme étant l'origine de nos jugements moraux. Et de comprendre que le bien et le mal ne sont pas des notions transcendantes et absolues, c'est-à-dire ne sont pas des notions qui nous viennent du ciel,
mais ce sont des notions proprement humaines qui n'ont d'autre but que de nous protéger. L'idée que le bien et le mal seraient des notions universelles, voire divines, pour Nietzsche, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce qu'en tant que naturaliste, il veut trouver l'explication naturelle, l'explication physiologique de toutes nos productions mentales, de toutes nos productions culturelles. Le bien et le mal, c'est ce que l'on considère comme étant bien ou étant mal du point de vue de notre intérêt. C'est ça qu'il faut comprendre. Le bien et le mal répondent d'abord à une logique d'intérêt. Ce qui veut dire que si on est engagé dans une lutte contre le fort, on n'a aucun intérêt à placer cette lutte sur son propre terrain. On n'a aucun intérêt à rivaliser de force avec lui. Au contraire, on a tout intérêt à montrer que son terrain n'est pas légitime. On a intérêt à montrer qu'en recourant à la force, le fort fait quelque chose d'injuste, fait quelque chose de condamnable, de répréhensible. Et si on arrive à faire admettre l'idée qu'en utilisant la force, le fort se rend coupable, eh bien on a gagné. On a gagné parce qu'on aura entraîné la réprobation vis-à-vis du fort, qui dès lors cesse d'être fort. Le fort isolé cesse d'être fort. Le fort face à la foule de faibles, il est dépassé. C'est en ce sens qu'on peut définir la morale comme la force des faibles. Parce que c'est la force des faibles coalisés, qui parce qu'ils ne sont pas dotés d'une force à titre individuel, vont chercher à créer la force à titre collectif. Donc évidemment, si les faibles constituent la majorité d'une population, et qu'ils arrivent à s'entendre sur ce qu'ils veulent condamner chez le fort, bien à ce moment-là, ils deviennent les forts. Ils deviennent les dominants. La morale pour Nietzsche, c'est une véritable entreprise de renversement des valeurs qui va consister à faire passer la force pour une faiblesse, et la faiblesse pour une force. Et d'ailleurs, on le voit très bien avec l'exemple du Christ, que Nietzsche critique de manière extrêmement virulente. La passion du Christ, la crucifixion du Christ, c'est la sanctification de la faiblesse. C'est la béatification de l'impuissance. C'est comme ça que Nietzsche analyse le christianisme. La béatification de l'impuissance, l'éloge de la passivité. Parce que le Christ, c'est celui qui accepte son sort. Il accepte sa condamnation, et lorsqu'il dit « pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font », il est en train de trouver des excuses à ses oppresseurs. Il est en train d'aimer ceux qui mettent fin à son élan vital. Pour Nietzsche, la morale est quelque chose de mortifère. Mortifère parce qu'elle va contre la pulsion vitale de l'homme. Cette pulsion vitale qui va faire qu'on va se défendre coûte que coûte face à un ennemi, c'est-à-dire face à quiconque représente une menace contre notre survie. Accepter que l'autre menace notre vie, accepter qu'il interrompe notre élan vital, selon Nietzsche, c'est ça qui devrait être condamné. C'est ça qui devrait faire l'objet d'une disqualification. Et au contraire, exalter l'élan vital, célébrer la volonté de puissance, c'est ça qui devrait être érigé en valeur suprême. Voilà pourquoi la critique nietzschéenne de la morale ne correspond pas à une absence de morale. C'est simplement que pour Nietzsche, parler de bien et de mal, c'est hypocrite. C'est hypocrite parce que c'est vouloir faire passer pour des principes absolus, ce qui ne sont en fait que des moyens de survie. C'est vouloir faire passer pour des valeurs universelles et transcendantes, ce qui ne sont en fait que des inventions du genre humain pour se conserver. Voilà pourquoi Nietzsche récuse les termes de bien et de mal, mais il ne récuse pas pour autant l'idée de bon et de mauvais. Parce que bon et mauvais, c'est toujours par rapport à quelque chose. Rien n'est ni bon ni mauvais en soi, c'est toujours bon ou mauvais d'un certain point de vue. Est-ce qu'un couteau c'est bon ou mauvais ? Si c'est pour couper une entrecôte, c'est bon, et si c'est pour aller planter le voisin, c'est mauvais. Si tant est qu'on admette que planter son voisin c'est quelque chose de mauvais. Et vous voyez, c'est toujours relatif. Ça dépend toujours du système de normes et de critères qu'on présuppose. Donc il n'y a pas de bien et de mal absolu, il n'y a pas de bien et de mal en soi. Le bien et le mal sont relatifs. Relatifs à la survie de l'être humain. Relatifs à l'intérêt des hommes. Et toutes les valeurs que l'homme va créer pour disqualifier tel comportement, pour juger que telle chose est bonne et telle chose est mauvaise, pour Nietzsche, tout ça n'est qu'artifice. Tout ça n'est qu'hypocrisie. Tout ça n'est que vaine tentative pour se cacher à nous-mêmes notre véritable nature. Et donc à chaque fois qu'on condamne le comportement d'un être humain à partir de critères qui seraient le bien et le mal,
on est dans la négation de l'essence même de l'être humain, on est dans la négation de la vitalité qui anime l'être humain. On est dans ce que Nietzsche appelle le nihilisme. Alors si vous n'êtes pas familier de la philosophie de Nietzsche et que vous allez rechercher la définition du mot nihilisme dans un dictionnaire, vous allez voir que la définition qui vous est donnée, c'est le rejet de toutes les valeurs, le rejet de toutes les croyances, de toutes les normes qui fondent une société. Et là vous allez vous dire, c'est Nietzsche qui est nihiliste, puisque c'est Nietzsche qui refuse d'accorder de la valeur aux notions morales. C'est Nietzsche qui refuse d'accepter la distinction entre le bien et le mal. Oui, mais sauf que pour Nietzsche, le nihilisme, ce n'est pas le rejet des valeurs dominantes, ce n'est pas le rejet des valeurs qui ont triomphé, c'est le rejet de ce qui fait l'essence de l'homme. C'est le rejet de ce que Nietzsche considère comme étant la véritable valeur de l'homme. Et la véritable valeur de l'homme, selon Nietzsche, c'est la puissance. Tout ce qui rejette la puissance participe du nihilisme. Tout ce qui rejette la vitalité, tout ce qui rejette la force, tout ce qui rejette l'affirmation de soi, pour Nietzsche, c'est du nihilisme. Le nihilisme ne consiste donc pas à dire que rien n'a de valeur, ou que toutes les valeurs se valent. Le nihilisme consiste à refuser le fait que ce qui a de la valeur, c'est la puissance. C'est ça le nihilisme pour Nietzsche. C'est rejeter cette valeur fondamentale de l'être humain qui est la volonté de puissance. Donc pour Nietzsche, il n'y a pas de bien et de mal, mais il y a du bon et du mauvais. Et le bon et le mauvais permettent de remettre en perspective la valeur des normes et des concepts humains. Donc il peut y avoir une morale du fort, la morale de la bravoure, la morale du panache, et même d'une certaine manière, la morale du sacrifice. Parce que pour Nietzsche, ce n'est pas la forme de l'acte qui fait sa valeur. Ce qui fait la valeur morale d'un acte, c'est sa force. Autrement dit, c'est la volonté de puissance qui investit cet acte. On peut trouver de la volonté de puissance dans un acte de générosité. On peut trouver de la volonté de puissance dans un acte de partage ou de bienveillance. C'est pas incompatible. C'est pas incompatible parce que tout dépend de l'énergie qu'on met dans notre action. Et ce que Nietzsche appelle la morale d'esclave, c'est lorsque l'action est réalisée non pas à partir d'une volonté de puissance animée par l'élan vital, animée par l'exaltation de la vie, c'est lorsque l'action est animée par le ressentiment. C'est lorsque l'action est animée par l'animosité, par la jalousie, par l'envie, c'est-à-dire par des forces qui sont anti-vitales, par des forces mortifères. Le combat n'est pas mortifère, parce que le combat fait partie de la vie, parce que le combat est même l'un des principes de la vie. Mais le ressentiment, le désir de vengeance, l'aigreur, la rancune, ça ce sont des forces mortifères. Ce sont les forces du faible qui a besoin de recourir à la stratégie pour parvenir à ses fins. L'hypocrisie, c'est la force du faible. La médisance, c'est la force du faible. Et ce sont des forces mortifères parce qu'elles vont à l'encontre du principe de la vie qui est l'affirmation. La volonté de puissance, c'est une volonté d'affirmation. Là où le faible va s'inscrire non pas dans une logique d'affirmation, mais dans une logique de négation. Le faible, ce n'est pas celui qui va chercher à affirmer ce qu'il est, mais à nier ce qu'est l'autre. C'est ça la différence. Le faible, c'est celui qui a besoin de nier l'autre pour pouvoir s'affirmer. Autrement dit, c'est celui qui est toujours dans un rapport de comparaison avec l'autre, de frustration vis-à-vis de l'autre. C'est celui qui, voyant que son voisin a une plus belle voiture, une plus belle maison, une plus belle femme, va nourrir une rancœur contre lui, va employer sa vie à lui nuire, simplement parce qu'il est jaloux de ce que lui n'a pas, simplement par faiblesse morale. La morale du ressentiment, la morale d'esclave, c'est la morale de la négation. C'est la morale de la réactivité vis-à-vis de l'autre. Là où le fort va être dans un rapport proactif au monde, c'est-à-dire le désir d'entreprendre, le désir de produire, le désir de créer, le faible va être dans un rapport de réaction vis-à-vis du monde. Le faible, c'est celui qui a besoin du fort pour pouvoir employer contre le fort les armes du faible. Si vous préférez, le faible, c'est celui qui a besoin du fort pour jouer son rôle de faible. Là où le fort n'a pas du tout besoin du faible pour jouer son rôle de fort.
D'ailleurs, le fort ne joue pas de rôle. Il se contente d'être. Il se contente d'affirmer sa puissance vitale. Il se contente d'affirmer sa volonté de puissance. Il se contente d'être dans la vie. Et encore une fois, c'est très important de comprendre qu'il y a mille et une façons d'être dans l'affirmation. Il y a mille et une façons d'être dans la volonté de puissance. Et tous ceux qui vous diront que la volonté de puissance, c'est le fait de montrer à l'autre notre puissance, c'est le fait de l'écraser de notre puissance, tout cela n'ont rien compris à ce que dit Nietzsche. Tout cela sont même exactement dans ce que Nietzsche méprise, à savoir dans le ressentiment, à savoir dans le besoin de justifier ce qu'ils sont, le besoin de prouver des choses aux autres, de prouver des choses à eux-mêmes, parce que quand on a besoin de prouver des choses, c'est qu'on a besoin de prouver des choses. C'est parce qu'on manque de la confiance en ce que l'on est. On a besoin de prouver des choses quand on manque de confiance, quand on manque d'assurance, quand on a besoin de se rassurer. Mais le fort n'a pas besoin de se rassurer. Le fort est conscient de sa force. Et c'est parce qu'il est conscient et confiant en sa force qu'il n'a pas besoin de l'afficher en permanence, qu'il n'a pas besoin d'en faire la démonstration permanente. L'exemple que je donne souvent, c'est le boxeur de compétition ou le combattant de MMA, qui est généralement un individu extrêmement paisible en dehors du ring. Les boxeurs, les combattants, dans leur grande majorité, ne sont pas des gens qui vont chercher l'embrouille. Ils n'ont pas besoin de prouver qu'ils sont les meilleurs. Ils se contentent de l'être. D'une certaine manière, la volonté de montrer qu'on est le meilleur est inversement proportionnelle à la certitude que l'on a d'être le meilleur. Encore une fois, vouloir prouver quelque chose, c'est considérer qu'on peut en douter. Et quand on ne doute pas de quelque chose, on n'en cherche pas la preuve. Le surhomme n'a rien à prouver. Et c'est justement ça qui en fait un surhomme. Il n'a rien à prouver. Être dans la réactivité vis-à-vis de l'autre, être dans la nécessité de se positionner comme supérieur à l'autre, ce n'est pas être un surhomme. Ce n'est pas être dans l'affirmation. C'est encore être dans le nihilisme. Être dans l'affirmation, c'est ne pas accorder de valeur, c'est ne pas accorder d'importance au jugement de l'autre. C'est ça être un surhomme. Ne pas accorder d'importance au jugement de l'autre. Le fort n'est pas dans la réaction vis-à-vis du faible, c'est le faible qui est dans la réaction vis-à-vis du fort. Le fort n'est pas dans la réaction, le fort est dans l'indifférence. Le fort n'est pas quelqu'un qui va surréagir aux actes du faible. Et s'il réagit, c'est parce qu'il aura considéré que le faible pouvait représenter à un moment donné une menace contre lui, ou une tentative de lui opposer sa force. Et dans ce cas-là, le fort fera ce qu'il sait faire de mieux. Il emploiera sa force. Mais il ne l'emploiera que parce qu'il aura estimé que ne pas l'employer, ce serait comme nier la vie en lui. Le fort chez Nietzsche, c'est d'abord un combattant de la vie, d'une vie qui ne rejette pas le conflit, d'une vie qui assume le conflit, d'une vie consciente de ne pas être que paix et amour, d'une vie consciente du fait que la destruction fait parfois partie de la vie. Et il faut parfois savoir détruire pour reconstruire. Le fort n'hésite pas à détruire parce qu'il sait qu'il